J'ai simulé le sommeil pour démasquer la femme que j'aimais. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a réduit en cendres toutes mes certitudes. Le cuir du vieux canapé craquait sous mon poids. Un son familier qui, ce soir-là, ressemblait à un gémissement de protestation. J'avais les yeux fermés, mais mon esprit était plus alerte qu'un faucon guettant sa proie. Ma respiration était lente, profonde, le rythme parfait d'un homme de 58 ans, épuisé par une journée passée à cheval sous le soleil impitoyable qui régnait sur mes terres. Un homme endormi, un homme vulnérable. C'était précisément l'image que je voulais projeter. Mais sous mes paupières closes, mes sens étaient en éveil, chaque parcelle de mon être tendue vers un seul objectif, écouter. Écouter Élise. Mon nom est Arnaud Dubois. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je l'ai forgé moi-même, à la sueur de mon front et à la force de mes mains calleuses. Ce ranch, cet empire de plusieurs milliers d'hectares, de bétail et de fierté, je l'ai bâti à partir de rien. J'ai connu la faim, le doute, la solitude. Ma première femme, Hélène, avait partagé ces années de galère avec moi. Elle était partie trop tôt, emportée par la maladie, me laissant avec notre fils, Antoine, et un silence assourdissant dans cette immense maison. Pendant des années, le ranch fut ma seule épouse, mon unique maîtresse. Et puis, Élise était apparue. Élise, une veuve de 39 ans, d'une beauté douce et mélancolique qui semblait déplacée dans mon monde rustique. Elle était comme une fleur de serre dans mon champ de rocailles. Nous nous étions rencontrés lors d'une foire agricole. Elle tenait un petit stand de confiture artisanale, son sourire timide contrastant avec le brouhaha des maquignons. Son mari, disait-elle, était mort 1 an plus tôt d'une crise cardiaque foudroyante, la laissant seule et avec peu de moyens. Je fus instantanément charmé. Sa délicatesse, sa voix posée, la tristesse voilée dans ses yeux gris, tout en elle appelait à la protection. Notre relation fut un tourbillon. En 6 mois, elle avait emménagé chez moi, apportant une lumière et une chaleur que je croyais perdues à jamais. Elle s'occupait de la maison avec une grâce infinie, apprenait les noms de mes chevaux et semblait sincèrement s'intéresser à la gestion du domaine. Elle était parfaite, trop parfaite. C'est là que le ver du doute avait commencé à ronger mon esprit. Mon fils, Antoine, un avocat d'affaires aux dents longues qui ne voyait le ranch que comme un actif à liquider le jour de ma mort, n'avait cessé de me mettre en garde. Elle est trop jeune, trop belle, trop lisse. Père, tu es un homme riche, ouvre les yeux. C'est une croqueuse de diamants, une veuve noire qui attend son heure. Ces paroles étaient cruelles, mais elles faisaient écho à une petite voix cynique au fond de moi, celle qui m'avait permis de survivre et de prospérer dans un monde sans pitié. Une femme comme Élise, que pouvait-elle bien trouver à un vieil homme buriné comme moi, dont les mains sentaient la terre et le cuir? L'amour? J'avais du mal à y croire. Alors, l'argent, l'héritage, l'idée me rendait malade, mais elle était là, persistante, empoisonnant les moments de bonheur que nous partagions. Je devais savoir, je devais la tester. Le plan était simple, presque primitif. Ce soir, après un dîner où j'avais joué la comédie de l'épuisement, me plaignant de douleurs au dos et d'une fatigue accablante, je m'étais effondré de sommeil sur le canapé du grand salon. C'était une mise en scène. Je lui avais dit que je n'avais même pas la force de monter jusqu'à notre chambre, la priant de me laisser là. Elle avait acquiescé avec une sollicitude touchante, me couvrant d'un plaid en laine et déposant un baiser léger sur mon front. « Repose-toi bien, mon amour », avait-elle murmuré. Maintenant, le silence régnait, seulement troublé par le crépitement du feu dans l'immense cheminée de pierre et le tic-tac de la vieille horloge comtoise. Je l'entendais s'affairer dans la cuisine, le son cristallin de la vaisselle qu'elle rangeait. Chaque bruit était un supplice. Allait-elle fouiller mon bureau, tenter d'ouvrir le coffre-fort dont elle ne connaissait pas la combinaison, passer un appel discret pour se vanter de sa prise après un complice? Mon imagination, nourrie par les avertissements d'Antoine, s'emballait. Les minutes s'étiraient, longues comme des heures. Mon cou commençait à me faire mal à force de rester immobile dans cette position inconfortable. Puis, les bruits dans la cuisine cessèrent. Le silence devint total, pesant. J'entendis le parquet grincer doucement. Elle approchait. Mon cœur se mit à battre à grands coups sourds contre mes côtes. C'était le moment de vérité.
Je forçais ma respiration à rester régulière, un effort surhumain. Elle entra dans mon champ de perception, non par la vue, mais par l'odorat. Son parfum subtil de lilas flotta un instant dans l'air. Elle ne s'arrêta pas à mon bureau, ne se dirigea pas vers la bibliothèque où je cachais parfois des documents. Non, elle vint droit vers moi. Je sentis sa présence près du canapé, l'ombre de sa silhouette occultant la lueur dansante des flammes. Je me préparais au pire. Qu'allait-elle faire? Chercher mon portefeuille dans la poche de ma veste, essayer de retirer ma lourde chevalière en or de mon doigt. Je sentis une chaleur près de mon visage. Elle s'était penchée sur moi. Son souffle était doux. Je m'attendais à un autre baiser, un geste de tendresse feinte, avant de passer aux choses sérieuses. Mais rien. Elle resta là, immobile, pendant ce qui me parut une éternité. Je pouvais presque sentir son regard sur moi, m'étudiant, s'assurant peut-être que j'étais bien endormi. La tension était insoutenable. Puis elle s'agenouilla. Le bruit de son mouvement fut si doux que je le devinais plus que je l'entendis. Pas près de ma tête ni de mes poches, elle s'agenouilla au pied du canapé. Qu'est-ce que cela signifiait? Confus, je risquais d'entr'ouvrir une paupière, juste une fente microscopique, invisible dans la pénombre. Ce que je vis me glaça le sang. Sa main fine et délicate ne se tendait pas vers moi, mais vers mes bottes. Mes vieilles bottes de travail, pleines de boue séchée et usées par des allées à arpenter mes terres. Lentement, presque cérémonieusement, elle posa sa paume sur le cuir rêche de l'une d'elles. Son geste était d'une tendresse infinie, comme si elle caressait le visage d'un enfant. Mon cerveau refusait de comprendre. Puis, de la poche de sa robe, elle sortit quelque chose. Ce n'était pas un téléphone ni un bijou, c'était un petit objet enveloppé dans un morceau de tissu usé. Avec des doigts tremblants, elle le déballa. À la lueur du feu, je distinguis la forme, un petit cheval de bois. Sculpté grossièrement, sa peinture écaillée, sa crinière lissée par le temps et les caresses. Un jouet d'enfant, humble et ancien. Elle serra le petit cheval dans sa main, puis, se penchant encore plus, elle le pressa contre ma botte crottée. Ses lèvres se mirent à bouger, formant des mots silencieux que je ne pouvais pas entendre. Mais son expression, oh, son expression! C'était un mélange de chagrin profond, d'espoir désespéré et d'une ferveur qui ressemblait à une prière. Elle ne me regardait pas, elle regardait le petit cheval de bois, comme s'il contenait le secret de l'univers. Et là, dans le silence de mon propre mensonge, alors que je m'attendais à découvrir une traître, je me figeais, le souffle coupé, car je venais d'assister à un rituel secret et incompréhensible qui pulvérisait toutes mes certitudes. Mon corps était de marbre, mais mon esprit était un torrent déchaîné. Que signifiait ce rituel étrange, ce petit cheval de bois pressé contre la boue et le cuir de mes bottes, comme pour épuiser une force, une essence? Ce n'était pas le geste d'une voleuse, ni celui d'une manipulatrice. C'était un acte intime, chargé d'une signification qui m'échappait totalement, mais dont la sincérité me frappait en plein cœur. Je me sentais soudain misérable, un vieil homme paranoïaque espionnant un moment de vulnérabilité sacrée. La honte me brûlait de l'intérieur, plus chaude que le feu dans la cheminée. Élise resta agenouillée encore un long moment, la tête inclinée. Puis, avec une infinie précaution, elle embrassa le petit cheval de bois, avant de l'envelopper à nouveau dans son tissu et de le glisser dans sa poche. Elle se releva sans un bruit, jeta un dernier regard sur ma forme endormie, et sa main s'attarda un instant sur le plaid qui me recouvrait, l'ajustant sur mon épaule. Son geste était si tendre, si protecteur, qu'il me transperça. Puis elle quitta le salon, légère comme une ombre, et j'entendis ses pas monter doucement l'escalier vers notre chambre. Je restais là, seul, avec le crépitement du feu et le poids de ma propre stupidité. Le plan d'Antoine, mon cynisme de vieux loup des affaires, tout cela me paraissait soudain ridicule et cruel. J'avais voulu démasquer un monstre et j'avais profané la prière d'une sainte. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, ni pourquoi, mais une chose était certaine, ce n'était pas un acte de cupidité. C'était autre chose, quelque chose de bien plus profond et peut-être de bien plus triste. Je restais immobile pendant presque une heure, le temps que mon pouls se retrouve un rythme normal et que le flot de mes pensées se calme. Puis, jouant le jeu jusqu'au bout, je me suis étiré en grognant comme un homme qui sort d'un sommeil lourd. Je me suis levé, bu un verre d'eau et suis monté à l'étage. La lumière était éteinte dans notre chambre. Élise était déjà au lit, tournée de l'autre côté.
Je me suis glissé sous les draps sans faire de bruit. Dans l'obscurité, je l'entendais respirer doucement. Dormait-elle vraiment ou faisait-elle semblant, tout comme moi quelques heures plus tôt? La question me traversa l'esprit, et je la chassai aussitôt, écœuré par ma propre méfiance. Le lendemain matin, tout semblait normal. Le soleil filtrait à travers les rideaux, Élise préparait le café, son parfum de lilas se mêlant à l'odeur des grains torréfiés. Mais pour moi, rien n'était plus pareil. Je la regardais différemment. Chaque sourire qu'elle m'adressait me semblait un reproche silencieux à ma duplicité. Je cherchais dans ses yeux gris la tristesse que j'avais vue la veille, mais elle la masquait vers un voile de sérénité parfaite. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, le gardien d'un secret qui n'était même pas le mien. En milieu de matinée, alors que j'étais dans mon bureau à prétendre examiner des comptes, mon téléphone sonna. C'était Antoine. Sa voix était pressante, teintée de cette arrogance juvénile que je lui connaissais trop bien. « Alors, père, le verdict? La veuve a-t-elle tenté d'ouvrir le coffre ou de te faire signer un testament dans ton sommeil ?» Sa légèreté me révulsa. « Il ne s'est rien passé, Antoine, dis-je d'une voix plus sèche que je n'aurais voulu. Rien? Tu es sûr? Tu as bien dormi profondément? Elle n'a pas fouillé ?» J'ai dit qu'il ne s'était rien passé, répétai-je, ma patience s'effritant. Élise est une femme bien, je ne veux plus que tu parles d'elle comme ça, c'est clair? Il y eut un silence surpris à l'autre bout du fil. Antoine n'avait pas l'habitude que je lui tienne tête de cette manière, surtout quand il s'agissait de protéger mon patrimoine. D'accord, je vois, elle t'a complètement retourné le cerveau. Fais attention à toi, c'est tout ce que je dis. Je raccrochai sans lui répondre, le cœur lourd. La suspicion de mon fils avait planté la graine du doute, mais c'était moi qui l'avais arrosée. Et maintenant je me retrouvais empêtré dans les ronces de mon propre mensonge. Je devais comprendre, pas pour la juger, mais pour réparer ce que j'avais brisé en moi. Pourquoi mes bottes? Pourquoi ce petit cheval? Le mystère me rongeait. Je savais que je n'obtiendrais rien en lui posant la question directement. Elle se refermerait comme une huître, et à juste titre. Il fallait que je trouve une autre voie, une voie plus discrète, et, je le savais au fond de moi, tout aussi répréhensible que ma comédie de la veille. J'ai attendu l'après-midi. Élise m'avait dit qu'elle allait s'occuper du potager, une tâche qu'elle adorait et qui pouvait la tenir éloignée pendant des heures. Je l'ai regardée traverser la pelouse, un panier en moisi à la main, sa silhouette fine se découpant sur le verre des pâturages. Une fois qu'elle fut hors de vue, je suis monté dans notre chambre, le cœur battant à tout rompre, me sentant comme le dernier des cambrioleurs. Où une femme cache ses secrets les plus profonds? Pas dans un coffre, ni sous le matelas, dans les objets du quotidien, ceux qui portent l'empreinte de son passé. Mes yeux se posèrent sur la petite commode en mérisier qui lui servait de coiffeuse. Il y avait ses parfums, ses quelques bijoux discrets et une petite boîte à musique en bois laqué. Je n'y touchais pas. Mon regard fut attiré par le tiroir du bas, un tiroir qu'elle n'ouvrait jamais devant moi. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je saisis la poignée en laiton. Je me sentais vil, mais la nécessité de savoir était plus forte que la honte. Le tiroir coulissa sans un bruit. À l'intérieur, c'était un sanctuaire. Quelques lettres attachées par un ruban de soie fanée, un sachet de lavande séchée, une seule photo retournée dans un cadre d'argent terni. Et bien sûr, le petit morceau de tissu usé qui, je le savais, contenait le cheval de bois. Je ne touchais pas au cheval. C'était son objet sacré, son talisman. Mais la photo, je ne pus résister. Avec des doigts hésitants, je la saisis et la retournai. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. La photo montrait Élise, plus jeune, radieuse, dans les bras d'un homme. Son mari, sans aucun doute. Il était grand, brun, avec un sourire franc et des yeux rieurs. Un bel homme. Le visage de cet homme me fit l'effet d'un coup de poing. Ce n'était pas de la jalousie, non, c'était autre chose. Une reconnaissance déformée, comme un air de musique dont on est sûr de connaître la mélodie sans pouvoir mettre un nom dessus. Il n'y avait aucune raison que je connaisse le défunt mari d'Élise, un modeste comptable mort dans une autre région. Pourtant, quelque chose dans ses traits, dans son allure, me dérangeait profondément. Je reposa la photo, le cœur battant la chamade. Mon intrusion me pesait, je refermai doucement le tiroir, m'assurant que tout était exactement à sa place. Je n'avais pas trouvé de réponse, seulement une nouvelle question, encore plus troublante que la première. Qui était cet homme, et quel était son lien avec ce rituel étrange? Les jours suivants furent une torture feutrée. Je jouais le rôle de l'amoureux attentif, mais mon esprit était constamment en état d'alerte. J'observais Élise, chaque inflexion de sa voix, chaque regard. Je guettais le moment où elle s'absenterait de nouveau près de la cheminée. Mais rien,
Le petit cheval de bois semblait être retourné dans son sanctuaire secret. Le week-end arriva. Nous avions invité quelques voisins pour un barbecue, une tradition estivale que j'appréciais. C'était l'occasion de parler affaires, bétail et météo, des sujets simples et concrets qui me changeaient les idées. Élise était une hôtesse parfaite, naviguant entre les invités avec une grâce naturelle, s'assurant que personne ne manquait de rien. Je la regardais, fier d'elle, tout en étant hanté par mon secret. Parmi les invités se trouvait mon plus vieil ami, Jacques. Un ancien éleveur, à la retraite maintenant, dont le bon sens et la mémoire d'éléphant étaient légendaires dans la région. Nous étions assis sur le porche, un verre de vin à la main, regardant le soleil commencer sa lente descente derrière les collines. « Elle te rend heureux, cette femme, Arnaud, me dit-il, tirant sur sa pipe. Ça fait du bien de te revoir sourire comme ça. Elle est tout ce que j'aurais pu espérer, Jacques. La phrase sortit de ma bouche et je réalisais à quel point elle était vraie malgré mes doutes. Nous parvâmes de tout et de rien. Puis, au détour de la conversation, je saisis ma chance. Mon cœur s'accéléra. « Dis-moi, Jacques, toi qui as de la famille un peu partout, le nom de son défunt mari, c'est Bertrand Lemoine. Ça te dit quelque chose ?» Je tentais de garder un ton anodin, comme si la question m'était venue par hasard. Jacques fronça ses sourcils broussailleux, tirant une longue bouffée de sa pipe. Il avait cette façon de plonger dans les tréfonds de sa mémoire, comme un chercheur d'or sondant une rivière. « Lemoine, répéta-t-il lentement. « C'est un nom courant, mais Bertrand, à t'en voir, il n'était pas de la région, n'est-ce pas ?»« Non, du centre du pays, je crois, mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans. » Jacques plissa les yeux. Un éclair de reconnaissance traversa son regard. « Bertrand Lemoine, mon Dieu, ce ne serait pas le fils de Thomas Lemoine, le maréchal Ferrand, un grand gaillard brun toujours en train de rire ?» La description correspondait parfaitement à l'homme de la photo. Mon sang se glaça. « C'est possible, tu le connaissais ?» Si je le connaissais, bien sûr, Thomas était un ami, j'allais souvent le voir quand j'avais encore mes chevaux. Son fils, Bertrand, était un garçon en or, passionné de chevaux, tu sais, il voulait devenir jockey, tu sais, un talent incroyable. Mais Jacques s'interrompit, un voile de tristesse passa sur son visage ridé. « Mais quoi ?» insistai-je, le ventre noué. « Il a eu un terrible accident. Le cheval d'un propriétaire peu scrupuleux, une bête mal préparée. Il a fait une chute terrible lors d'une course. Il avait à peine 20 ans, ça l'a brisé, il a perdu l'usage de ses jambes. » Le monde bascula. L'homme sur la photo, souriant et plein de vie, était paraplégique. Ses jambes? Mais Élise m'a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Jacques secoua la tête, l'air grave. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire, Arnaud. L'accident l'a anéanti. Il a sombré dans une terrible dépression. Quelques années plus tard, on a appris qu'il avait mis fin à ses jours. C'était une tragédie pour toute sa famille. Chaque mot de Jacques était un coup de marteau sur l'enclume de mes certitudes. Crise cardiaque, suicide, jambes paralysées, le sourire radieux. Rien ne correspondait. Élise m'avait menti. Pas un petit mensonge, non, un mensonge énorme, fondamental, sur la vie et la mort de l'homme qu'elle disait avoir aimé. La fête se termina, les invités partirent. Mais je restais sur le porche, pétrifié, le verre de vin oublié dans ma main. Le mensonge d'Élise était une chose, mais le rituel prenait soudain un sens nouveau et terrifiant. Le petit cheval de bois, symbole de sa passion brisée. Mes bottes de cavalier, pleines de terre, symbole de la vie qu'il avait perdue, de cette connexion avec la terre et les chevaux qui lui avaient été arrachés. Elle ne priait pas pour moi, elle priait son mari décédé, à travers moi. J'étais un substitut, un fantôme. Ma force, ma santé, mon ranch, tout ce qui faisait de moi Arnaud Dubois n'était peut-être à ses yeux qu'un écho de ce que Bertrand Lemoine aurait dû être. La révélation était si violente, si amère, que j'eus l'impression de suffoquer. L'amour que je croyais recevoir n'était qu'un transfert, une illusion projetée sur moi. J'étais une relique vivante. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je la regardais dormir à côté de moi, son visage paisible dans la pénombre, et je voyais une inconnue. Le lendemain, je devais me rendre en ville pour des affaires. Je lui dis que je serais absent toute la journée. C'était un prétexte. Mon véritable objectif était bien plus sombre. Je devais vérifier l'histoire de Jacques. Je devais connaître toute la vérité. Grâce à mes contacts, il ne fut pas difficile de retrouver l'adresse de la mère de Bertrand Lemoine, une vieille femme qui vivait seule dans une petite maison à 1 heure de route de la ville. Le cœur au bord des lèvres, je me garai devant chez elle. Une petite dame aux cheveux blancs et aux yeux emplis d'une tristesse infinie m'ouvrit la porte.
Je me présentai maladroitement, expliquant que j'avais connu son fils il y a très longtemps. Elle m'invita à entrer. La maison était un mausolée à la mémoire de Bertrand. Des photos de lui, à cheval, souriant, partout. Je lui posai des questions, doucement. Elle me raconta l'accident, la dépression, le désespoir. Puis, elle me montra une photo de mariage. Bertrand, dans son fauteuil roulant, et à côté de lui Élise, son sourire forcé, ne parvenant pas à masquer la détresse dans son regard. Elle a été un ange pour lui, dit la vieille dame, les larmes aux yeux. Elle est restée jusqu'à la fin, elle l'aimait tellement. La fin, murmurai-je, la crise cardiaque. La mère de Bertrand me regarda, l'incompréhension se peignant sur son visage. Une crise cardiaque? Non, monsieur. Mon fils est mort il y a 2 ans. Il a eu une pneumonie. Son corps était si fragile, ses poumons n'ont pas tenu le coup. Ça a été très rapide. Une nouvelle version, un nouveau mensonge. Pourquoi inventerait-elle toutes ces histoires? Accident, suicide, crise cardiaque, pneumonie. La vérité était comme une anguille, impossible à saisir. Je remerciai la vieille dame, le cerveau en ébullition, et je repris la route du ranch. Je devais la confronter. Quand je suis rentré, la nuit était tombée. La maison était silencieuse. Je trouvai Élise dans le grand salon, devant la cheminée où le feu crépitait. Elle n'était pas assise sur le canapé. Elle était à genoux, exactement comme la première fois. Dans sa main, elle tenait le petit cheval de bois. Mais cette fois, elle ne le pressait pas contre mes bottes, que j'avais laissées près de la porte. Elle le tenait devant elle, et elle parlait. À voix basse, des murmures brisés par les sanglots. Je m'approchai sans faire de bruit, me cachant dans l'ombre du grand escalier. Je tendis l'oreille, retenant mon souffle. Et ce que j'entendis me figea sur place, faisant s'effondrer la dernière parcelle de réalité à laquelle je me raccrochais encore. « Je suis désolé, mon amour, sanglotait-elle en berçant le petit cheval. Il ne se doute de rien. Bientôt, bientôt ce sera fini. J'aurai l'argent, l'argent pour te venger. Cet homme qui t'a donné le cheval, il paiera pour ce qu'il t'a fait. Arnaud Dubois paiera. » Mon nom, elle avait prononcé mon nom. Arnaud Dubois paiera. La phrase résonna dans le silence de la pièce, plus assourdissante qu'un coup de tonnerre. Le froid qui m'envahit n'avait rien à voir avec le courant d'air de l'entrée. C'était une glace qui prenait naissance dans mon âme et se propageait dans mes veines, pétrifiant chaque muscle. Tout mon être se figea. La femme que j'aimais, la femme pour qui j'avais ressenti de la honte et de la pitié, la femme dont je venais de découvrir le passé tragique, venait de me condamner à mort dans une prière murmurée à un jouet d'enfant. La vengeance, l'argent pour la vengeance. Le puzzle macabre s'assemblait dans mon esprit avec une clarté effrayante. Le cheval, cet homme qui t'a donné le cheval. L'homme qui avait brisé la vie de son mari, c'était moi, Arnaud Dubois. Mais comment, quand? Je fouillais frénétiquement dans ma mémoire, cherchant un visage, un nom, un événement qui pourrait me lier à Bertrand Lemoine. Rien, c'était impossible. Je ne connaissais pas cet homme. Pourtant, les paroles d'Élise étaient là, suspendues dans l'air, irréfutables. Elle me croyait coupable. Elle s'était infiltrée dans ma vie, avait joué la comédie de l'amour et de la douceur, tout cela dans un seul but, me détruire et s'emparer de ma fortune pour accomplir sa vengeance. Les avertissements d'Antoine n'étaient pas de la paranoïa, c'était une prémonition. La veuve noire attendait son heure, et l'heure avait sonné. Je reculai dans l'ombre, le cœur battant à grands coups désordonnés. Mon premier réflexe fut la colère, une rage sourde et primitive, l'envie de surgir de l'ombre, de la secouer, de hurler ma confusion et ma trahison. Mais une autre voix, celle du vieux stratège qui avait bâti un empire, prit le dessus. La confronter maintenant serait stupide. Elle nierait tout, se victimiserait. Non, je devais comprendre quel crime j'étais accusé d'avoir commis. La clé, c'était le cheval de course qui avait causé l'accident de Bertrand. Je fis demi-tour aussi silencieusement qu'un prédateur, remontai les escaliers et m'enfermai dans mon bureau. Mes mains tremblaient en allumant mon ordinateur. Accident hypothique Bertrand Lemoine. Les résultats s'affichèrent. Des articles de presse vieux de près de 20 ans. Je cliquai sur le premier. La photo d'un jeune homme sur une civière, le visage tordu de douleur. À côté, le nom du cheval, Prince foudroyant. Et le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire n'était pas Arnaud Dubois. C'était un certain Victor Morel, un homme d'affaires de la région, connu pour son manque de scrupules et ses investissements douteux. Un soulagement immense me submergea.
immédiatement suivie d'une confusion encore plus grande. Si le coupable était Victor Morel, pourquoi Élise s'en prenait-elle à moi? Quel était le lien? Je continuais mes recherches. Je découvris que Morel avait fait faillite quelques années après l'accident, laissant derrière lui des dettes colossales. Il avait disparu de la circulation, introuvable. L'argent pour le venger. Elle pensait que j'étais Morel. C'était absurde. Nos vies, nos carrières, nos visages, tout était différent. Il devait y avoir autre chose, un détail qui m'échappait. Je repensais au petit cheval de bois. Cet homme qui t'a donné le cheval. Ce n'était peut-être pas une métaphore. Peut-être que le propriétaire du cheval de course avait littéralement donné ce jouet à Bertrand. Un geste cynique, un souvenir d'enfance. Je me levai et filai 100 pas dans mon bureau. Mon regard se posa sur une vieille photo encadrée sur une étagère. Une photo de moi, il y a plus de 20 ans, lors de ma toute première vente aux enchères de poulains. J'étais plus jeune, plus mince, un grand sourire aux lèvres. Derrière moi, on apercevait les boxes des chevaux, et sur le poteau d'un des boxes, une plaque de cuivre gravée, le nom du cheval que je venais de vendre ce jour-là, Prince Foudroyant. Le sol se déroba sous mes pieds. C'était moi. J'avais élevé Prince Foudroyant. Je l'avais vendu à Victor Morel. Je me souvins de ce cheval, une bête magnifique, mais nerveuse, caractérielle. Je l'avais vendu avec des recommandations claires, insistant sur la nécessité d'un entraînement patient et expert. Morel, avide de gains rapides, les avait de toute évidence ignorés. Et le petit cheval de bois, l'image m'apparut soudain, surgissant des limbes de ma mémoire. La vente aux enchères. Un jeune garçon qui traînait dans les écuries, le fils d'un maréchal ferrant fasciné par les chevaux. Il était tombé amoureux de Prince Foudroyant. Le jour de la vente, quand Morel l'a emmené, le garçon était en larmes. Pour le consoler, je lui avais donné un petit porte-bonheur que je gardais toujours dans ma poche, un petit cheval de bois que mon propre père avait sculpté pour moi. Je l'avais complètement oublié. Ce garçon, c'était Bertrand Lemoine. Tout s'éclaira d'une lumière sinistre. Dans l'esprit d'Élise, et sans doute de Bertrand avant elle, j'étais le point de départ de la tragédie. J'étais celui qui avait mis l'arme entre les mains de l'assassin. J'étais l'éleveur cupide qui avait vendu un cheval dangereux, le condamnant à une vie de souffrance. Le fait que Morel était le propriétaire légal et le seul responsable de l'entraînement était un détail qui s'était perdu dans la brume du chagrin et de la haine. Pour elle, j'étais le coupable originel. Je savais ce que je devais faire. La confrontation était inévitable, mais elle ne se ferait pas dans la colère. Elle se ferait dans la vérité. Je redescendis. Elle était toujours là, à genoux, mais ses sanglots avaient cessé. Elle tenait le petit cheval dans ses mains, le regard perdu dans les flammes. « Élise » dis-je doucement depuis le seuil. Elle sursauta violemment, se retournant d'un bloc, le visage blême, les yeux rougis et effrayés. Elle tenta de cacher le jouet, mais il était trop tard. « Arnaud, tu es rentré, je ne t'ai pas entendu. » Sa voix était un fil fragile. Je m'avançai lentement dans la lumière du feu. Je ne la regardais pas avec colère, mais avec une immense tristesse. Je redescendis. Elle était toujours là, à genoux, mais ses sanglots avaient cessé. Elle tenait le petit cheval dans ses mains, le regard perdu dans les flammes. « Élise » dis-je doucement depuis le seuil. Elle sursauta violemment, se retournant d'un bloc, le visage blême, les yeux rougis et effrayés. Elle tenta de cacher le jouet, mais il était trop tard. « Arnaud, tu es rentré, je ne t'ai pas entendu. » Sa voix était un fil fragile. Je m'avançai lentement dans la lumière du feu. Je ne la regardais pas avec colère, mais avec une immense tristesse. « Je sais tout, Élise. » La panique déforma ses traits. « Savoir quoi? Je ne comprends pas. »« Je sais pour Bertrand, pour l'accident, pour ce que tu crois que j'ai fait. » Elle se figea, bouche bée. Le masque de la douce veuve tomba, révélant une femme à bout, consumée par une mission qui la dépassait. Je m'accroupis devant elle, pour être à son niveau. Mes yeux se posèrent sur le petit objet dans sa main. C'est moi qui lui ai donné ça, n'est-ce pas? Il y a très longtemps. C'était un garçon qui aimait les chevaux plus que tout. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Élise, je n'ai jamais voulu son malheur. J'ai élevé ce cheval, oui, je l'ai vendu, mais je n'étais pas responsable de la façon dont il a été entraîné. L'homme qui a fait ça s'appelait Victor Morel. Il a disparu, finit-elle par articuler, la voix brisée. Il s'est volatilisé avec son argent, nous laissant avec rien, que la douleur. Bertrand a passé des années à te chercher. Il se souvenait de ton visage, de ton ranch. Pour lui, tu étais le seul visage qu'il pouvait associer à son malheur. Quand il est mort, il m'a fait jurer de le venger, de te faire payer.
Son histoire se déversa, un flot de chagrin et de colère accumulé pendant des années. Elle avait passé 2 ans à me retrouver, à apprendre mes habitudes, à orchestrer son approche. Chaque sourire, chaque baiser, chaque mot d'amour avait été un mensonge calculé. « Et l'amour ?» demandai-je, la voix rauque. « Tout ça, c'était une comédie ?» Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Au début, oui, c'était le plan. Mais… » Elle hésita, sa lèvre inférieure tremblant. « Tu as été si bon pour moi, Arnaud, si patient, si gentil. Tu m'as rappelé ce que c'était que de se sentir en sécurité. Je me suis perdu. J'étais déchiré entre ma promesse à Bertrand et ce que je commençais à ressentir pour toi. » Elle éclata en sanglots, de vrais sanglots cette fois, non pas de haine, mais de confusion et de désespoir. Elle était prisonnière de son propre piège. Je restais là, face à elle. La trahison était réelle, le danger que j'avais couru aussi. Mais en regardant cette femme brisée, je ne voyais plus une veuve noire, mais une âme perdue, enchaînée au fantôme de son mari et à une promesse empoisonnée. Ma colère s'était évaporée, laissant place à une profonde pitié. Je tendis la main et doucement, je pris le petit cheval de bois de ses doigts. Crispée, cette vengeance t'a consumé, Élise. Elle a consumé Bertrand avant toi. Il est temps que ça s'arrête. Je me levai, me tournai vers la cheminée et, sans une hésitation, je jetai le petit cheval dans les flammes. Il s'embrasa instantanément, une petite torche vive avant de n'être plus que cendre. Élise poussa un cri étranglé, un son de libération et d'horreur mêlée. Le dernier lien tangible avec sa haine venait de disparaître. Je me retournai vers elle, qui me regardait avec des yeux écarquillés. « Ton combat est terminé, tu es libre. Maintenant tu as un choix à faire. Tu peux partir, avec assez d'argent pour commencer une nouvelle vie loin d'ici et de ces fantômes, ou tu peux rester, et nous pouvons essayer, ensemble, de construire quelque chose de vrai sur ces ruines, mais sans mensonge, plus jamais. » Je la laissai là, agenouillée devant le feu, et je montai dans ma chambre. La décision lui appartenait. Je ne savais pas ce qu'elle ferait. Une partie de moi espérait qu'elle parte pour ma propre sécurité. Une autre, celle qui était tombée amoureuse de la femme douce et attentionnée qu'elle avait aussi été, espérait la voir encore là au matin. Je m'endormis d'un sommeil lourd, épuisé. Au lever du soleil, je descendis. Ses valises n'étaient pas dans l'entrée. Je la trouvai dans la cuisine. Elle ne portait pas son parfum de lilas. Elle ne souriait pas. Elle était juste là, l'air grave, en train de préparer 2 tasses de café. Elle leva les yeux vers moi et pour la première fois, je vis dans son regard non pas la veuve d'un autre, non pas une actrice, mais simplement Élise. Une femme avec un avenir à écrire. Et alors que je m'asseyais en face d'elle, dans le silence d'un nouveau départ, je sus que la partie la plus difficile ne faisait que commencer, mais que nous la traverserions, cette fois, ensemble.